Après 2 semaines de manifestations, le premier ministre libanais, Saad Hariri, a présenté sa démission. Le mouvement de protestation sociale est un peu sorti de nulle part, mais ne cesse depuis de gagner en force. En filigrane, une crise économique, une remise en question du système politique. Rachida Azdouz en parle avec nous, mais d'abord, rappelons les faits. Après avoir subi de graves incendies au mois d'octobre 2019, le Liban a été enflammé par la colère de son peuple. Des milliers de citoyens sont descendus dans les rues de la capitale pour dénoncer des services publics défaillants. Les premières manifestations ont eu lieu le jeudi 17 octobre quand le ministre des Télécoms, Mohamed Choucair, a annoncé une nouvelle taxe sur les appels passés via les applications WhatsApp et Viber. À hauteur de 20 centimes de dollars, la taxe aurait permis de rapporter 200 millions de dollars par an à l'État. L'annonce a mis le feu aux poudres alors que la situation économique du pays était déjà critique depuis 2015. Ces 3 dernières années, la situation s'est aggravée à cause de la crise syrienne et des sanctions américaines contre le Hezbollah, qui freinent le développement du secteur bancaire libanais. Au 13e jour de contestation populaire, le Premier ministre libanais Saad Hariri a annoncé sa démission au peuple libanais. لفخامة الرئيس العماد ميشيل عون وللشعب اللبناني بكل المناطق تجاوباً مع إرادة كثير من اللبنانيين يلي نزلوا على الساحات ليطالبوا بالتغيير. Nous accueillons en studio Rachida Azdouz, conseillère à l'Université de Montréal et experte des relations interculturelles. Bonjour Rachida. Bonjour. Bienvenue à Arrêt sur le monde. Merci. Alors, on a la chance de vous avoir aujourd'hui. Vous étiez au Liban juste avant le début des manifestations. Pouvez-vous nous dire ce que vous avez senti là-bas? Est-ce que c'était prévisible, tout ça? Oui et non. En fait, on y était avec l'équipe au mois de mars dernier. Et au mois de mars, on sentait que la situation économique était difficile et tout. Mais cette fois-ci, il y avait quelque chose qui pouvait... On sentait une espèce de morosité. Notre baromètre, ce sont les chauffeurs de taxi, les partenaires avec lesquels on travaillait. Et je me souviens d'une discussion avec une personne, un de nos partenaires, à qui je disais, je suis fascinée par la résilience des Libanais et par l'hédonisme des Libanais. Et cette personne m'a regardée et m'a dit, je pense que cette résilience ne suffit plus. C'est devenu beaucoup trop grave pour que notre résilience suffise. Et quelques jours plus tard, ça a éclaté. Oui, alors on expliquait notamment que c'est une taxe sur les appels WhatsApp. Avez-vous l'impression que c'est vraiment ça qui a mis la poudre, c'était l'étincelle, ou c'était beaucoup plus grand que ça? C'est ce que les médias ont rapporté, mais peut-être que c'est seulement une des nombreuses causes là, qui nous a amenés là. C'est clair que c'est un détonateur, une goutte qui a fait déborder le vase. D'ailleurs, très rapidement, le gouvernement a reculé sur la taxe, mais les manifestants n'ont pas arrêté. Donc c'est la goutte qui a fait déborder le vase, mais ce n'était pas le principal motif, en fait. Le premier ministre a démissionné, mais là, les gens, pour eux, c'est pas assez. Ils demandent carrément la fin du système politique. Comment on peut expliquer ça? On avait l'impression depuis la guerre civile que ce système-là était quand même plus ou moins stable. Est-ce qu'il est arrivé à la fin de sa vie utile, ce système du pacte national? Oui, parce que c'est le propre de ce mouvement-là et de ces mouvements. Ça rappelle beaucoup aussi certains aspects du printemps arabe. Ils veulent la fin d'un système, ils veulent que ce régime s'en aille. Ils ne veulent pas négocier le départ d'individus en particulier ou de ministres ou de premiers ministres. C'est du dégagisme. Ils veulent que tout le gouvernement s'en aille. Et c'est intéressant de voir que cette espèce dans le fond, de compromis ou d'équilibre fragile entre les camps sur une base confessionnelle n'a pas tellement... Dans le fond, ce n'est pas tant un équilibre et une véritable articulation des forces que des petites compromissions qui touchent à leur fin et dont les gens ne veulent pas. D'ailleurs, ils demandent la fin du confessionnalisme et ils veulent la laïcité et la citoyenneté. Et comment on peut expliquer ça? Parce qu'on a quand même l'impression, en regardant ce qui se passe avec les réfugiés syriens, on craignait que ça fasse à nouveau un peu exploser la marmite des confessionnalismes. Et là, tout à coup, on a des jeunes qui sont dans la rue qui disent « Nous, on veut la fin de ça ». Comment on explique
explique ça? On veut la faire parce que, dans le fond, l'enjeu est très socio-économique cette fois-ci. Vous vous souvenez, durant le printemps arabe, le Liban avait été touché, mais dans une moindre mesure. Et, dans le fond, c'était les chiites qui étaient solidaires du mouvement au Bahreïn, qui visait plus particulièrement, qui ciblait les chiites. Mais le mouvement, à l'époque, était politique. Hein. Le printemps arabe, c'était un mouvement politique. Qu'est-ce que demandaient les manifestants? Ils demandaient la dignité, ils demandaient la liberté de la presse et ils demandaient les libertés individuelles. Cette fois-ci, bien entendu, la pauvreté, la question économique, la justice sociale étaient aussi des demandes fortes. Mais on demandait surtout le départ des dictateurs. Cette fois-ci, la demande est socio-économique et ce qui fait la différence, c'est la classe moyenne. La classe moyenne aussi est dans la rue. Et la classe moyenne, elle est multiconfessionnelle. Il y en a chez les chrétiens, il y en a chez les musulmans. Et pour l'instant, la demande, les demandes qui sont essentiellement économiques, la fin des privilèges, du clientélisme, le symbole très fort de la Banque du Liban qui est attaqué. On a conspué le président qui est là depuis des lustres. On veut son départ. Donc pour l'instant, cette solidarité intergénérationnelle, interconfessionnelle et même interclasse sociale, parce que la classe moyenne qui est en train de s'appauvrir est solidaire des revendications des classes beaucoup plus défavorisées. Mais ça reste fragile. Les tensions interconfessionnelles peuvent ressurgir n'importe quand. On voyait d'ailleurs qu'il y avait des manifestations rivales devant le bureau du président, où on lui demande donc de donner sa démission, mais en même temps, il y a des gens qui sont là pour le soutenir. Est-ce que là, on commence à avoir une espèce de tournant dans le mouvement où, justement, ceux qui veulent garder l'ancien système vont confronter ceux qui veulent le changer? Oui, par exemple, on parle du Hezbollah beaucoup parce que je pense que c'est un acteur quand même clé qui, pour l'instant, lance un appel au calme, agite l'épouvantail du chaos. Donc, si c'est nous ou le chaos, en quelque sorte, et parce que le Hezbollah est un acteur clé, parce que le Hezbollah pourrait instrumentaliser et récupérer ce mouvement-là. Mais il n'a pas intérêt à le faire parce que pour l'instant, c'est un mouvement qui est aconfessionnel et qui dépasse les clivages confessionnels, mais il a besoin, le Hezbollah a besoin de la légitimité de l'État, de ce parapluie inter- ou multiconfessionnel pour ne pas perdre sa propre légitimité, surtout face aux pressions extérieures. Mais, comme je le disais, je pense, et les Libanais ont quand même en tête la guerre civile. Donc, cette espèce d'épouvantail de la guerre civile et des tensions interconfessionnelles est encore présente, mais pour combien de temps? Et on parlait justement, donc, on s'attendait à avoir un peu plus de clash entre les groupes avec les réfugiés. Cette question-là semble être un peu évitée pour le moment, mais est-ce que ça pourrait revenir? Parce que là, ça fait plus de 5 ans même qu'il y a 2 millions de réfugiés au Liban. Est-ce que ça joue dans la balance? Est-ce que ça pèse? On voit les Syriens qui se mobilisent aussi, qui disent on est content, on aurait voulu que ça se passe de la même façon en Syrie, que ces manifestations donnent quelque chose. Parce que finalement, l'élément actuellement fédérateur, c'est la crise économique et sociale. Les réfugiés syriens se retrouvent dans ces revendications. La cherté de la vie, l'inflation, la dévaluation de la lire. Donc tout le monde se retrouve en quelque sorte dans ces revendications et ça inclut cette classe moyenne. Dans le fond, dans une révolution ou un mouvement de révolte, la classe moyenne fait une différence. Parce que la classe moyenne sort dans la rue quand elle a quelque chose à perdre. Et cette fois-ci, elle a beaucoup à perdre. Elle est endettée, elle a perdu son confort. Donc elle sort parce qu'elle non plus n'a rien à perdre. Il n'y a pas que les masses défavorisées qui sont en colère et en frustration depuis des décennies. La classe moyenne aussi est là. Et ça explique pourquoi, effectivement, l'élément fédérateur, c'est vraiment, ils se retrouvent tous les manifestants. On voit des gens qui appartiennent quand même à des milieux à première vue, en tout cas, plutôt favorisés, mais qui sont quand même dans la rue parce que la crise touche tout le monde, fait mal à tout le monde, sauf à la classe dirigeante. Et c'est pour ça que c'est la classe dirigeante qui est visée et c'est à elle qu'on dit dégage. Mais on voit partout dans le monde, surtout les jeunes, les milléniaux, ont de moins en moins confiance en cette classe dirigeante-là. Il y avait une étude de Deloitte qui vient de sortir où ils ont interrogé 13 000 jeunes à travers le monde et partout, près de 70% d'entre eux disent qu'ils n'ont plus aucune confiance
à la classe dirigeante. Est-ce que vous pensez que le mouvement libanais est vraiment national ou il s'inscrit dans quelque chose de plus large, peut-être au niveau international? Il s'inscrit dans quelque chose de beaucoup plus large, effectivement, cette désaffection du politique, cet appel à refaire de la politique autrement. Ce qui est particulier peut-être au Liban et plus largement au monde arabe, c'est qu'on vient de briser un tabou. On l'a fait déjà dans les années en 2011 avec le printemps arabe, mais ça continue. Ça continue en Algérie, au Liban. C'est vraiment carrément, on assassine le père. C'est-à-dire qu'on a les populations n'ont plus peur de ces dirigeants omnipuissants qui peuvent réprimer toutes les révoltes dans le sang. Et la peur, elle n'a pas changé de camp. Elle est mieux répartie entre les camps. C'est-à-dire que le pouvoir a peur. Tout le monde a gardé en tête l'image très forte de Kadhafi, qui courait, qui se sauvait de Ben Ali, qui s'est sauvé de Moubarak sur sa civière. Donc la peur, elle est mieux répartie entre les camps, ce qui dans le monde arabe est quand même le principal acquis du printemps arabe. Les gens n'ont plus peur, mais ils savent pertinemment qu'ils ne doivent pas céder à la violence parce qu'ils vont réveiller les réflexes autoritaires et ils vont le justifier. La répression sauvage. Mais c'est vrai que cette jeunesse qui conteste et qui dit à cette vieille classe dirigeante qui se reproduit et qui revient de dégager, les Libanais partagent ça avec certains pays d'Amérique du Sud, l'Europe, la France, etc. Donc ça, c'est effectivement propre aux jeunes qui ne croient plus à une certaine façon de faire de la politique. Et là, on parlait du printemps arabe, on se rappelle de ce qui s'est passé après. Hein? Sur le coup, c'était la liesse, on voyait des leaders autoritaires qui tombaient. Par contre, 8 ans plus tard, on peut se dire qu'à part la Tunisie, la plupart des autres pays qui sont passés par là sont soit de retour à la case départ ou empire. Donc, comment les Libanais voient ça, en fait? Donc, on peut faire tomber le régime, on le remplace par quoi? C'est ça, c'est le gros problème, le manque de solutions de rechange, d'alternatives. L'absence de solutions de rechange, et d'ailleurs on voit que c'est un corps à corps entre le régime et la société civile, et les gens, les manifestants. Il n'y a pas de médiation, on voit pas beaucoup de syndicats, on voit pas un parti politique organisé qui a une contre-proposition. Donc c'est vraiment une guerre d'usure, une guerre de nerfs entre une population qui dit on ne veut plus de cette classe dirigeante, mais effectivement l'inconnu c'est l'alternative, c'est la solution de rechange. Et si on se base sur ce qui est arrivé au printemps arabe, pour l'instant, effectivement, la Tunisie essaye, à tout le moins, par essai et erreur, on voit que la révolution est encore en marche, elle n'a pas avorté. En Égypte, elle a avorté. Et donc, le Liban, on ne sait pas, c'est trop tôt. Je pense que c'est trop tôt pour prévoir. Pour l'instant, ce qui est important, c'est que les manifestants ne cèdent pas, que cette guerre d'usure ne profite pas au pouvoir et qu'ils restent dans la rue. En tout cas, on va regarder ça de proche, puis on va croiser les doigts. Oui, on va penser à eux. Merci beaucoup, Rachida Asdouz. Merci à vous.